Et une fois n'est pas coutume, on se retrouve pour les actualités animées. Cette semaine, on va parler beaucoup des prix, on va parler des récompenses, on va parler de quels films on célèbre et l'impact que ça a sur l'ensemble de l'industrie d'être primé et d'être célébré. On va aussi parler d'une grosse sortie chinoise que j'attendais avec beaucoup d'impatience, et comme d'habitude, l'émission sera parsemée de petites choses sur des opportunités professionnelles et un dossier sur les réalisateurs primés qui continuent à faire des films. Mais trêve de bavardage, commençons tout de suite. J'ai dit que c'était une semaine dédiée au prix et je n'ai pas menti car on va commencer avec l'Agraf et sa sélection pour le coup de cœur pour des séries originales jeunesse en compétition. L'Agraf est une association pour aider les autoristes graphiques et littéraires dans le domaine de l'animation et chaque année il récompense une série originale française pour à la fois sa bible littéraire et sa bible graphique et pour à la fois souligner et promouvoir une vraie originalité dans le cinéma français. Parce qu'effectivement en animation on a énormément d'adaptations et l'Agraf veut célébrer autre chose que ça. Cette année, donc, on a 6 séries jeunesse qui ont été sélectionnées, qui sont Les Croque-Moutards, Les Droners, Héros à moitié, Lisa et Colos, Partie de campagne et Les Sexotrucs. C'est 6 séries avec des directions artistiques vraiment très différentes, à la fois dans l'écriture, dans leur format et dans leur choix de graphisme évidemment, parce qu'en animation, on se concentre quand même beaucoup sur le choix de graphisme. Et je suis très content de voir Lisa et Colos, Les Sexotrucs, et parce que c'est des séries originales et que c'est dur de faire parler de soi quand on est connu nulle part ailleurs. Et donc l'Agraf essaie de faire de ce travail, de faire découvrir des nouvelles autoristes et des nouveaux projets, et on s'en félicite. Le prix final sera donné au cours du Festival Lorraine, et j'y reviendrai à ce moment-là. Et en parlant de prix de grand festival, je ne l'avais pas fait jusqu'ici, donc je fais mes rattrapages, les prix du Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand. Alors Clermont c'est gigantesque, il y a énormément de catégories à la fois nationales et internationales, donc je vais me concentrer que sur la section animation, et je dois avouer que pour la section animation, on est dans les classiques absolus, avec dans la compétition nationale 27 de Flora Anabouda qui a un prix pour sa musique, et La Saison pourpre de Clémence Bouchereau qui a le prix du meilleur film d'animation francophone. C'est deux films qui ont fait beaucoup parler d'eux cette année, notamment 27 multiprimés à travers toute la France, et La Saison pourpre dont on a beaucoup parlé pour sa technique de l'écran d'épingle qui est rarissime et qui est très bien exécutée dans ce film. Côté international, on va avoir un grand prix pour Alien 0089 de Valeria Hoffman, qui est une fiction animée mélangeant du coup du live et de l'animation, et le prix du public pour Wild Salmon de Sautfried et Carni Ariely, qui en France est licencié par Retour de minuit, qui a l'air d'être une aventure étrange dans le milieu de la plongée sous-marine, avec une esthétique semi-réaliste vraiment impressionnante. Et côté compétition labo, la compétition expérimentale du festival, on a un film qui est tout aussi expérimental, The Miracle de Nienke Dutz, qui a eu la mention spéciale du jury étudiant. C'est un film en stop motion, mais avec la peinture sur celluloïd, et qui parle du désir de maternité. C'est une proposition qui est très originale, et je comprends tout à fait qu'elle a été sélectionnée dans la compétition labo pour célébrer ce genre de proposition inhabituelle. Parce que les prix, c'est à la fois célébrer des projets dominants, mais aussi des directions artistiques et des propositions qu'on ne voit pas ailleurs. Et je suis du coup très content que le Festival de Clermont-Ferrand continue à remplir son devoir de chercher des films rares et les promouvoir. On va ensuite quitter la France pour aller du côté des États-Unis, enfin c'est un petit peu particulier parce que c'est Animation First, un festival de l'Alliance française à l'international qui fait sa programmation animation de 2023. C'est un moyen festival qui promeut la création d'animation française à l'international, à la fois au court-métrage et en long-métrage, et qui a rendu il y a quelques jours sa sélection de films primés. Et dans les films primés, on retrouve l'habituel La Saison pourpre de Clémence Bouchereau, dont je vous parlais juste avant, avec 2 mentions honorables pour Été 86 et Maurice Isbar, et un prix pour le court-métrage étudiant Fire, créé par les étudiants et étudiantes de l'école des Nouvelles Images, Esther Lamassoure, Baptiste Fraboul, Florence Aboukou, Julie Leforban, Valentin Serre et Léna Gittler. Fire, vous le retrouvez actuellement sur la page YouTube de l'école des Nouvelles Images. C'est un film assez contemplatif sur la destruction méthodique d'une maison et son retour à la nature, et qui est surtout dans une technique 3D vraiment très virtuose pour un projet étudiant. C'est intéressant que ce soit 2 projets avec cette identité qui sont sélectionnés, parce que c'est des films avec des parcours assez particuliers. La Saison pourpre de Clémence Bouchereau, c'est un film qui fait entièrement en autonomie, soutenu par des institutions très précises, et notamment grâce à un investissement du CNC pour remettre en état des écrans de tableau d'épingle et les rendre disponibles pour des réalisatrices. C'est quand même une démarche institutionnelle très importante et qui permet un certain renouveau du tableau d'épingle en France et à l'international. Et par ce prix, c'est aussi toute la démarche institutionnelle de la culture qui est mise en avant. Et du côté de Fire, c'est une jeune école, l'ENI, qui est en train de s'imposer actuellement comme une des nouvelles écoles importantes du milieu du cinéma d'animation, qui fait tout en grand, qui a une approche beaucoup plus proche du cinéma live, et qui par un prix comme ça obtient une respectabilité très intéressante. Mais trêve de bavardage, allons sur les grands prix internationaux avec les Annie Awards. Les Annie Awards, on n'est plus du tout en France, là on est complètement aux États-Unis, mais vous allez voir qu'il y a des films français qui sont primés.
Je vous ai notamment parlé de la sélection d'Ernest et Célestine, Voyage en Charabie, et de Léo dans la sélection long métrage indépendant, mais les prix finaux sont tombés pour d'autres. Pour le long métrage Spider-Man Across the Spider-Verse, et pour le long métrage indépendant Mon ami robot, un des films du cœur que je suis très content de voir sélectionné ici. Et dans la sélection indépendante, deux séries très intéressantes aussi, avec Hilda saison 4 qui gagne un prix pour la meilleure série jeunesse, et Blue Eye Samurai, série quand même produite en France chez Blue Spirit, pour la meilleure série pour adultes. Les Annie Awards, c'est une récompense américaine, mais qui a quand même beaucoup d'importance en termes de visibilité internationale. Et donc c'est intéressant de voir que l'animation française, qui est la troisième plus grande animation mondiale, continue à avoir des places là-bas. C'est aussi la preuve qu'à l'international, notre travail est respecté par des professionnels de notre milieu. Et pour finir sur les Annie Awards, il y a aussi des récompenses assez intéressantes de prestige, avec un prix honorifique pour Lotte Reiniger, une récompense pour Joe Hisaishi, le grand compositeur du studio Ghibli, et une récompense du National Film Board pour l'animatrice et productrice Marcy Page. Et en toute dernière mention, et qui a fait beaucoup grincer les dents des travailleuses de l'animation américaine, c'est une récompense pour un accomplissement spécial dédié aux artistes de chez Walt Disney. Et ça, forcément, dans une période où Disney fait des productions beaucoup moins appréciées par la critique, fait beaucoup de licenciements dans ses corps de travailleuses, et annonce une programmation vraiment très sage pour les prochaines années. On se demande vraiment ce que c'est le but de cette récompense, parce que à part célébrer une marque, il n'y a aucune personne qui est nommée. Et l'histoire de Disney, c'est quand même beaucoup d'artistes invisibilisés et oubliés au profit d'une marque qui génère énormément d'argent, ce qui, forcément, d'un point de vue d'artiste, est assez intolérable. Bref, je n'ai pas fini de casser du sucre sur le dos de Disney, car tu disais à l'instant qu'il y avait une programmation vraiment pas très intéressante pour les années à venir, et ça s'est encore confirmé avec l'annonce de la sortie de Vaiana 2 à l'hiver prochain. Ça avait été déjà annoncé auparavant, mais ce sera donc le grand Disney de cet hiver, avec une sortie Pixar cet été avec Vice Versa 2. Mais pour l'instant, dans leur sortie long métrage, Disney n'ont annoncé que des suites, avec donc Vaiana 2, Vice Versa 2, Toy Story 5, Zootopie 2, La Reine des Neiges 3 et potentiellement 4. Et même du côté de leur reboot live, on est dans des propositions vraiment à l'ancienne, avec un spin-off du Roi Lion et un long métrage Blanche-Neige en préparation. Alors ça, industriellement, ça s'explique par le fait que Disney a eu des bilans financiers assez mitigés en 2023, et donc que la décision financière est d'aller sur des projets moins dangereux pour générer plus d'argent. La partie plus artistique, c'est que Disney a eu quelques audaces ces dernières années dans leur production, mais le tout dernier film du centenaire H à la bonne étoile était vraiment un désastre. Et donc on va donc partir pour quelques années de production très sage pour remettre de l'argent dans les caisses. Mais derrière toute mauvaise nouvelle, il y a une petite bonne nouvelle, et cette semaine, c'est le fait que Disney organise, comme chaque année, Disney Art Challenge, un concours de concept art pour les étudiants et étudiantes de l'animation en France. Vous en avez sans doute entendu parler, voire même concouru vous-même. Il vous suffit d'envoyer votre concept art sur le thème de l'adolescence et de l'émotion, et vous aurez peut-être une chance d'obtenir une des grosses dotations quand même, qui sont données à l'occasion de ce prix 8 000 € pour la première personne, 5 000 pour la deuxième et 4 000 pour la troisième. Évidemment, ça reste un concours qui aura plus de perdants que de gagnants. Mais sachez qu'en tout cas, la participation permet d'avoir certains retours professionnels et éventuellement de rencontrer du monde à l'occasion de la soirée Disney pendant le festival d'Annecy en juin prochain. Ça peut être un challenge intéressant à faire pour faire une illustration. Alors pourquoi pas. On va faire un tout petit saut par un autre festival, un festival belge cette fois-ci, qui a lieu en ce moment du 23 février au 3 mars. C'est Anima, le festival international du film d'animation de Bruxelles. Anima, c'est le très gros festival belge dédié à l'animation, c'est leur Annecy ALE, et on pourra du coup y voir pendant une semaine une très grosse programmation animation à la fois court-métrage et long-métrage. Et en plus des habituelles catégories compétitives, il y aura aussi des belles sélections thématiques avec notamment des courts-métrages féministes, des courts-métrages LGBTQ+, des panoramas sur la création belge en particulier, mais aussi documentaires, nouveaux talents, danse et science-fiction. Un programme vraiment très riche. Et si vous êtes en Belgique ou en Haute-France, ça peut être l'occasion d'aller découvrir tout ça. En tout cas, à l'échelle de l'industrie, c'est un des festivals à suivre, donc je me dois d'en parler ici. Et voilà. On va passer maintenant à la section des belles images. On va maintenant parler de long métrage dans notre habituel feuilleton écran total de ce mois de février. Et pour cette semaine, pour rester dans la thématique des prix, je me suis dit qu'on pouvait s'intéresser à des réals primés qui revenaient faire des nouveaux films. Alors l'accès au second, troisième et xème film, c'est un grand sujet qui essaie de traquer le CNC. Effectivement, avoir des personnes qui font carrière et qui peuvent se renforcer dans leur maîtrise de la réalisation, c'est très important. Et ça permet aussi de développer des grands maîtres qui peuvent devenir des porte-parole de l'industrie. Et c'est le cas des autoristes dont je vais vous parler ici. Mais je voulais que vous soyez particulièrement attentifs et attentives. Même sans un succès massif en salle, des autoristes peuvent continuer à réaliser dans le domaine de l'animation grâce à une reconnaissance de leur pairs. Et cette reconnaissance, elle vient entre autres par la forme des prix qui célèbrent des films en France à l'international. Et on sait à quel point le prestige et cette image de marque peuvent aider à lancer le financement de films. Et c'est difficile de commencer cette sélection sans vous parler des réals qui ont été anciennement primés à Annecy, en commençant par le plus récent, Sébastien Lodenbach. Sébastien Lodenbach, il a eu le Cristal d'Annecy cet été avec le film qu'il a co-réalisé avec Chiara Malta,
Linda veut du poulet, film poussé lui-même par le précédent succès de La jeune fille sans main qu'il avait réalisé quasiment dans des conditions d'autoproduction. Et c'est sans doute ses expériences précédentes qui aujourd'hui lui permettent de se lancer dans son troisième projet de long métrage qui s'appelle Prends garde à toi, qui va être une relecture de l'opéra Carmen, nous présentant une version alternative de cette histoire. Dans les premières images qui ont circulé du projet, on peut voir qu'on retrouve tout à fait le style graphique de l'Odenbach avec un trait très au pinceau et une utilisation de la couleur par tache. C'est vraiment ce style graphique qui a fait son succès et qui, notamment pour son économie de moyens, lui a permis de produire ses films précédents. Mais cette fois-ci, le style graphique s'annonce un tout petit peu plus pointu, avec notamment la participation du côté de la direction artistique de Cyril Pedrosa, un auteur de bande dessinée très reconnu. Mais quittons le dessin expressionniste pour aller plutôt du côté de la belle peinture classique, avec le projet Fleur de Rémi Chaillet. Rémi Chaillet, lui aussi, il a 2 longs métrages à son actif, avec Tout en haut du monde, puis Calamity, une enfance de Martha Jane, qui avait reçu le Cristal du long métrage d'Annecy il y a quelques années de cela. Rémi Chaillet revient donc avec son nouveau projet de long métrage qui s'appelle Fleur, qui va s'intéresser à une très jeune artiste du Paris de la Belle Époque, qui reprend l'esthétique des films précédents avec une peinture extrêmement marquée. Mais cette fois-ci, on quitte les grands espaces américains et la banquise pour aller dans des villes complexes avec le Paris et le Montmartre de l'époque. C'est un projet qui est vraiment très enthousiasmant. Et pour en finir avec Annecy, on va parler de Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet. Sylvain Chomet, lui aussi troisième long métrage, je ne le fais pas exprès, qu'on a connu évidemment pour Les Tribalettes de Belleville, cristallisé dans les années 2000, et le plus récent, L'Illusionniste. Et depuis quelques années, Sylvain Chomet était plus discret dans le paysage de l'animation, mais il revient bel et bien pour son troisième long métrage, un film sur Marcel Pagnol. Et dans les premières images de production, on retrouve déjà des grands marqueurs de Sylvain Chomet, sa palette de couleurs très chaude, des scènes dédiées à la vie quotidienne, et évidemment son trait au crayon de portraitiste toujours aussi acéré. Le métrage là, il est déjà en cours de production et devrait sortir en salle courant 2025. Je suis honnêtement très curieux de voir du Sylvain Chomet 2025 avec une sortie en plus sur Netflix. Vraiment, qu'est-ce que ça va être? Je n'en ai aucune idée. Mais on va quitter la 2D pour aller du côté de la stop motion avec Sauvage de Claude Barras, un film en stop motion comme l'était le film précédent de Claude Barras, Ma vie de courgette, qui avait été cristallisé à Annecy il y a quelques années de cela. Alors c'est intéressant de voir Claude Barras revenir avec un long métrage car il en développe 2 en parallèle. Tu n'es pas celui que j'attendais, une adaptation de bande dessinée, et Sauvage, son long métrage qu'il est en train de filmer actuellement. On retrouve l'esthétique de Ma vie de courgette dans les designs des personnages, mais on est dans un décor très différent avec cette fois-ci la jungle. Et comme dans Courgette, on suit une petite fille qui va se trouver transportée dans un lieu très différent et devoir se faire à sa nouvelle culture. Mais côté stop motion, il n'y a pas que ça, il y a aussi le prochain film de Alain Huguetto, Rose et les marmottes. Alain Huguetto, malgré ses 2 longs métrages en stop motion précédents, Jasmine et Interdit aux chiens et aux Italiens récemment sortis, lui, il a été primé pour un César il y a plus d'une vingtaine d'années de cela pour un de ses courts-métrages. Mais ça ne l'empêche pas de revenir défendre un 3e long-métrage actuellement, qui va nous parler du quotidien de la vie d'une famille pauvre et leur besoin de se produire sur scène pour gagner l'argent qui les fait vivre. Il y a très peu d'images qui circulent actuellement, mais connaissant Alain Huguetto, j'imagine qu'on va y retrouver une certaine économie de moyens, de la réutilisation et des astuces de stop motion qui font vraiment tout le charme de ces films. Très curieux de savoir ce que ça va donner également. Et on va finir par le très gros projet La plus précieuse des marchandises de Michael Hazanavicius, qui lui a une différence notable avec les réalisateurs précédents, c'est que c'est quelqu'un qui vient du cinéma live. Hazanavicius, il a été primé à de nombreuses reprises, mais notamment oscarisé pour son long métrage The Artist, va donc réaliser pour la première fois un long métrage d'animation, qui est l'adaptation d'un conte polonais, La plus précieuse des marchandises, et effectivement avec un bagage et une respectabilité tel qu'il en a. Le monsieur est tout de même directeur de la FEMIS, on le rappelle. Et ça ouvre énormément de portes quand on cherche des financements pour un long métrage, d'animation encore plus car les prix sont très élevés. Et pour les premières images qui circulent du projet, on voit où il est passé cet argent. C'est quand même des décors très complexes, extrêmement travaillés, avec des ambiances vraiment délicates. Et j'espère que toute cette technique et ces moyens permettront de bien tenir le récit qu'il ambitionne, avec cette histoire qui nous raconte la vie d'un couple polonais qui récupère un bébé juif survivant des camps de concentration et qui vont devoir se battre contre leurs propres préjugés pour élever cet enfant dans de bonnes conditions. On verra donc où ce projet nous mène dans quelques années pour sa sortie. Voilà, c'est tout pour cette sélection des belles images. Je voulais avec cette sélection vous montrer à quel point les prix, la reconnaissance professionnelle et les récompenses de festival pouvaient avoir un impact sur la viabilité d'un projet ou un autre, à quel point ça pouvait être un point décisif dans une carrière ou dans la recherche de financement pour des films d'animation. J'espère avoir bien illustré ça avec les exemples que j'ai choisis. On va finir cette émission par des films pas encore primés, mais intéressants cependant, avec 2 grosses sorties japonaises et chinoises. La première sortie, c'est Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, en route vers l'entraînement des piliers de Haruo Sotozaki. D'ailleurs, ce titre à rallonge, c'est la sortie cinéma d'une partie de l'histoire de Demon Slayer, une série d'animation au gigantesque succès international qui depuis quelques années se paye des sorties en salle avec des remontages de la série sous la forme de longs métrages.
Et ici dans ce film, c'est l'avant-dernier arc du manga qui est adapté au format long métrage. Alors évidemment ça veut dire que si vous n'êtes pas fan de la série et à jour sur le personnage, le film a très peu d'intérêt. Mais ce qui est intéressant dans Demon Slayer, au-delà de l'histoire de combat, d'exorcisme et de démons que l'on suit dans son récit, c'est l'incroyable technique visuelle derrière, avec une animation 2D exceptionnelle, mais également une manière de balader la caméra dans les combats, et un compositing et FX absolument monstrueux. C'est probablement actuellement ce qui se fait de plus qualitatif du côté animation 2D de baston Sakuga. Donc si vous êtes fan de la série ou intéressé par la technique de l'animation 2D, qui vaut le coup d'être vue sur grand écran, et qui aura probablement une sortie dans tous les grands multiplex français, vu la popularité de l'œuvre. Et l'autre très grosse sortie, c'est une sortie chinoise, Le Royaume des Abysses de Tian Xiaopeng, qui est un film qui a eu une jolie promotion en France, et ça se comprend car la technique du film est absolument virtuose. Le Royaume des Abysses, ça nous parle de Sheng Xiu, une fillette de 10 ans qui se retrouve projetée dans la mer alors qu'elle fait une croisière, qui va se trouver récupérée par un restaurant ambulant qui traverse les mers, et son étonnant chef, le capitaine Nan He. C'est un conte initiatique assez classique, mais ce qui nous intéresse ici, c'est la 3D absolument incroyable. Tout est à 300%. Le travail de la caméra, la modélisation des personnages, les effets visuels, la gestion du fluide, la complexité et la composition des plans. Vraiment, vous pouvez y aller juste pour le plaisir des yeux, parce que c'est absolument incroyable, et aussi très créatif avec vraiment un perpétuel renouvellement. Et pour l'avoir vu à Annecy l'été dernier, je peux vous dire que ça va probablement devenir un maître étalon pour top du top de l'animation 3D. C'est en plus une des rares sorties du cinéma chinois en France, donc ce serait bête de le rater. Je pense qu'il aura une belle distribution en France, mais ne tardez pas trop. Et voilà, sur ces bonnes paroles, on va se quitter. Je croise mes doigts pour que vos films à vous, ils aient des prix très bientôt. Et en attendant, je vous souhaite comme d'habitude de voir des belles choses, de parler de belles choses, et surtout de créer de belles choses. À la semaine prochaine!